Hop. Oui, Voilà. C'est voilà, il bon, là, vaut ça mieux que tu tourne, hein. l'enregistres toi. Ouais, 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 ça tourne. Voilà. Très Bon, bien. ben, tu avais un mot à propos de ce que Annick nous a laissé un petit message. Oui, tu l'as mis ça, dis. Sur ton téléphone. Alors, nous avons eu une correspondance avec Annick Soubaille, Oui, représentant du CIO l'enseignement Qui est supérieur vice-présidente du Gréau. et vice-président du GREO. Donc, à ce titre, je voudrais vous lire son propos, si vous voulez d'accord. bien. Voilà, qui est tout à fait, qui est en fait une bonne introduction à notre Mhm. séminaire de ce matin. Chers amis, je suis tellement pris en ce moment que je m'y prends au dernier moment pour vous solliciter au sujet du séminaire donc d'aujourd'hui. Tout d'abord, je vous prie de m'excuser car je devrais quitter la réunion après 11h30, car je participe elle aussi à un webinaire clé pour comprendre l'enseignement supérieur à la suite. Il est destiné aux professeurs. Je suppose que quelqu'un d'entre vous a prévu d'introduire l'exposé de Jean-Marie, c'est ce que nous sommes en train de faire avec vous. Nous sommes là dans le registre d'un témoignage. Je ne sais pas ce que ce terme évoque à Francis. Ce témoignage peut faire référence au livre paru dans la collection que dirige Francis, et on pourra ajouter aussi Marie-Lise plus récemment, que l'on peut rappeler à l'occasion. Voici ma contribution. Donc, 2 points, je la cite, un mot pour mot, sans commentaire. S'agissant d'un séminaire dans le cadre du GREO portant sur l'évolution des pratiques en orientation, qui s'intéresse à la question de l'histoire, l'exercice du témoignage, dans sa forme argumentée, prise de position, a toute sa place, aux côtés de la forme plus académique, s'appuyant sur la recherche. Alors, elle propose une définition du témoignage que je cite en mettant entre guillemets, puisque c'est elle qui l'a choisi. Le témoignage définit la période dévolue à l'histoire, à la chronique des événements. L'histoire porte sur le présent ou le passé récent. L'histoire est comme un présent continu. Fin de citation. En France, la réflexion sur le témoignage a été constitutive de l'émergence de la définition de l'histoire du temps présent à partir des années 80 pour se différencier de l'histoire contemporaine. L'histoire du temps présent s'est définie comme celle d'une période chronologique au cours de laquelle coïncidaient le moment étudié et celui de son étude. Fin de citation. Elle cite là Daniel Wogman dans Le témoignage dans l'histoire du temps présent. Le témoignage est donc un genre qui sert à conserver et à transmettre la mémoire des événements, et c'est mis en caractère gras, donc je me permets de le répéter, à conserver et à transmettre la mémoire des événements. Le témoignage donne une force qui nous touche et qui nous inspire. Bien à vous, etc. Voilà. Ben, je pense qu'Annick, la directrice du CIO des enseignements supérieurs en Sorbonne, résume bien, en fait, une mise en intrigue de la définition du témoignage sur lequel va s'appuyer l'exposé de Jean-Marie Quérel. Donc, je ne souhaite pas faire de commentaires prolongés, si ce n'est, puisque ça a été évoqué par l'un ou l'autre d'entre nous, que la collection que nous co-dirigeons maintenant, Marie-Lise et moi, aux EAP, qui par bonheur a été l'objet d'une attention particulière de la direction de l'Harmattan, parce que la direction de l'Harmattan a estimé qu'au bout d'un certain nombre d'années, les collections devaient faire l'objet d'une évaluation. En gros, on élimine un peu ceux qui sont dormantes et on muscle un peu ceux qui émergent. Donc nous, bah, on a eu la chance de faire partie du deuxième tirage, c'est-à-dire les collections qui montent. Donc ils nous ont proposé un élargissement du champ de nos publications. Je ne vais pas développer ici parce que ça va, comme dit Maëlys, ce n'est pas le lieu, mais c'est un signal très fort et positif pour nous tous. Donc ça, je ne peux que m'en réjouir. Et par rapport à l'exposé de ce matin, eh ben, je cite l'une des dernières publications d'OAT chez l'Harmattan, Ginette Fransquin et Francine Grosbras, raconte-moi ta vie, s'orienter, c'est complexe, 2 points, et c'est sur la page de couverture, j'insiste, témoignage. Donc, pour nos Mhm. collègues, le témoignage, c'est, je dirais, la pierre un peu philosophale, passez-moi cette expression, qui nourrit une réflexion historique, psychosocio-historique, sur l'évolution des théories et des pratiques du mouvement d'orientation 20e, 21e siècle. Je pense voilà, avoir fait une synthèse Mhm. voilà. Et donc, à partir de cette introduction, sauf s'il y a une demande de prise de parole de l'un ou l'autre d'entre nous, eh ben, je propose que sans tarder, on laisse la parole à Jean-Marie Quérel, qui, dans un premier temps, fera un exposé qui ne sera pas interrompu pour lui laisser la possibilité de développer toute sa pensée. Il y aura un bref temps de pause pipi, comme disent les autres, et nous-mêmes. Et puis après, il y aura l'ouverture aux questions-réponses, etc., etc. Voilà. D'accord. Est-ce que ça vous va?
Marie-Lise comme Oui, secrétaire. oui, Oui. oui, Jean-Marie. Bernard, ça te va? Oui, oui, bien Oui. sûr. Bon. La réception Très bien. paraît excellente pour chacun d'entre nous. Et donc, Ça a l'air d'aller, oui. bravo à tous. Et donc, je donne la parole à Jean-Marie. À toi, Jean-Marie. Ben, merci beaucoup, Francis. Merci. Écoutez, je veux tout d'abord remercier les responsables du Gréo, hein, qui ont jugé bon de m'inviter à ce séminaire. C'est un honneur pour moi, hein, je le reconnais. C'est aussi, je le vis comme une forme de reconnaissance à laquelle je suis particulièrement sensible. Je remercie notamment Annick Soubé qui a contribué à approfondir ma réflexion et Bernard Desclos, sans qui j'aurais probablement renoncé, hein, à cette intervention. Alors, vous savez, cet exercice, il est un peu inhabituel pour moi, surtout après 14 ans de retraite, hein. Et je dois vous avertir en préambule, hein, dans mon intervention, il y aura probablement pas mal de temps de lecture, parce qu'autrement, je digresse, j'ai tendance à digresser, et puis je fais une allergie persistante et ancienne au par cœur. Donc, il y a tous des passages que je vais lire. C'est très paradoxal d'ailleurs, parce que l'écriture, pour moi, a toujours été un recours et une ressource importante depuis toujours. Hein, c'est peut-être grâce à l'écriture que j'ai pu réussir à peu près mes études. Et donc, j'écris avec facilité, les idées me viennent facilement. Donc, je n'y reviens pas sur mes écrits, mais ensuite, j'ai beaucoup de mal à les retrouver quand je veux les exposer, surtout quand je les ai écrites il y a déjà plusieurs années. Donc, euh, j'ai prévu à peu près une intervention de trois quarts d'heure, à peu près, environ, hein. Donc, ma première, euh, si vous voulez, je vais essayer d'expliquer à ce moment-là le travail de conseil, sens et contresens. Et j'établis en fait, j'ai établi un lien direct avec une déclaration de Maurice Reclès et un texte que j'ai écrit en 2013. Euh, donc, est-ce que quelqu'un peut me changer? Voilà, s'il vous plaît. Donc, la position de Maurice Reclès qui m'a fait réagir, c'est, vous pouvez le lire, hein, de façon plus générale, décider d'assurer l'expansion économique optimum en usant d'une orientation autoritaire, ce serait accepter d'affronter les redoutables problèmes qu'ont toujours rencontrés sur leur route ceux qui ont décidé de guider les gens vers le bonheur malgré eux. C'est une déclaration faite à la Société française de psychologie en mai 68, qui portait sur le rôle du psychologue dans l'orientation scolaire. Euh, alors, en prolégomène, il faut peut-être quand même que j'explique un petit peu la genèse de cette présentation et puis euh, les explications à donner sur sens et contresens. Donc, pour moi, ce qui fait sens dans la pratique du conseil en orientation, c'est l'ensemble des pratiques qui favorisent l'émancipation du sujet et l'estime de soi, le sentiment de liberté, l'ouverture d'esprit, le désir d'apprendre, d'expérimenter, de découvrir, le sentiment d'appartenance et d'interdépendance avec le vivant humain et non humain, la compréhension et le respect de l'autre différent, la conscience réflexive de ses actes, l'attention et l'écoute, le désir de prendre en main son devenir. Ensuite, ce qui ferait contresens pour moi dans une pratique du conseil en orientation, toutes les pratiques pédagogiques qui éliminent et excluent les élèves éloignés des codes éducatifs conservateurs, les pratiques de conseil qui cherchent à convaincre l'élève de ce qui est bien pour lui, les approches individualistes, type coaching, centrées sur la compétition, l'ignorance des autres, vécus comme des adversaires, voire des ennemis, toutes les approches hyper rationnelles qui ne tiennent aucun compte du sensible et des affects, ni des conditions de vie des personnes. Tous les systèmes qui ne respectent pas le principe démocratique d'égalité des droits, puisque celui d'égalité des chances d'ailleurs,
Philippe Mérieux souligne qu'il y a le loto pour faire l'égalité des chances et qui empêche la possibilité d'essayer de se tromper. Bien entendu, les procédures d'orientation en fin de collège sont au cœur de la problématique de l'orientation et ceux qui ont lu et qui lisent régulièrement le blog de Bernard Desclos savent parfaitement à quoi je fais référence. Donc, je vais maintenant, s'il vous plaît, proposer le déroulé de mon intervention. Bon, il y aura des positions de principe qui seront rapidement rappelées, puis une grande partie de témoignages professionnels, effectivement, sur mes années d'exercice de 1970 à 2011. Euh, donc ensuite, il y aura une présentation de la conceptualisation du travail de conseil, une théorisation de pratique en fait, hein. La dimension politique et éthique qui peut se rattacher à cette approche, quelques regrets sur les années passées, et puis des propositions pour l'avenir, mais qui sont manifestement, je les ai écrites en 2013, et il me semble qu'elles sont un petit peu obsolètes, et qu'en tout cas, les chances qu'elles voient le jour dans l'avenir me paraissent assez compromises, si on se fie à l'ambiance générale et à tout ce qui se passe actuellement au niveau géopolitique ou ailleurs d'ailleurs, ou chez nous aussi. Alors, les positions de principe, c'est d'abord, il y en a trois, hein, aider les individus non, d'abord les positions de principe, s'il vous plaît. Vous pouvez revenir aux positions de Ah oui, principe oui. rapidement. Voilà. Aider les individus à s'orienter plutôt qu'orienter les individus. Euh, Donner un réel pouvoir de décision à la famille plutôt que d'appliquer des procédures d'orientation autoritaires et une approche centrée sur le sujet plutôt qu'une approche statistique et planificatrice. Merci de continuer. Alors, au témoignage professionnel, euh, de, alors, le témoignage professionnel, euh, il faut que je revienne aux années, fin des années 60, en 1967 exactement. 1967, je suis en terminale philo, j'ai 20 ans, j'ai redoublé 3 fois, une fois au CM2, par décision de mes parents, qui étaient d'ailleurs instituteurs tous les deux. Et puis ensuite, en troisième et en terminale, à cause de problèmes de santé, un rhumatisme articulaire aigu, qui a récidivé. Mais donc, bon, ma scolarité, elle a été chaotique, et donc je connais bien de l'intérieur et de manière assez intime ce que peut vivre un élève en situation d'échec ou en difficulté scolaire, puisque j'étais un peu dans ce cas pendant de plusieurs années, en fait jusqu'en première, jusqu'en terminale, et la découverte de la philo qui m'a permis d'avancer. Alors, mes 41 années dans les services d'orientation, ça a été les années 70 où j'étais conseiller d'orientation scolaire et professionnelle, les années 80, conseiller d'orientation, les années 90, conseiller d'orientation psychologue, et puis les années 2000, directeur de CIO, où j'ai de toute façon quand même conservé une pratique du conseil, puisque j'ai continué une pratique de conseiller en intervenant systématiquement, notamment en lycée professionnel, jusqu'en 2011, jusqu'à ma dernière année d'activité. Donc, après cette scolarité chaotique et le bac philo obtenu, se trouve qu'à l'époque, j'étais allé consulter le responsable du BUS, le bureau universitaire de statistique dans mon lycée, et j'avais évoqué les métiers qui pourraient m'intéresser. J'étais à l'époque très intéressé par les eaux et forêts, mais mes résultats en sciences faisaient que bon, ben, c'était compliqué d'envisager ça. Donc, je me suis tourné vers les métiers comme éducateur spécialisé, assistant social, bon, conseiller d'orientation. Tiens, ça m'a attiré tout de suite, ce métier-là. Et le responsable du bus de l'époque m'a dit, oh, mais vous savez, ça, je vous le déconseille, c'est un métier pour les femmes, donc je ne vous conseille pas du tout ce métier-là. Bon, je pense que son argumentaire ne m'a pas convaincu parce que
à l'intérieur de mon cerveau, là, j'ai gardé quand même tout à fait euh, euh, présente, si vous voulez, l'idée de conseiller d'orientation psychologue. Donc, de toute façon, je m'inscris tout de même en première année de philo. À ce moment-là, ça serait mieux si la diapo était celle du dessus, là. On n'est pas tout à fait peut-être encore, voilà, hein, on en reste là pour le moment. Merci. Donc, oui, oui, je m'inscris en philo à Montpellier en première année et je me souviens que la première dissertation de philo que j'ai eue à ce moment-là, je me souviens encore c'était pour qui c'est vivre et voir vivre, le corps est le lieu de toutes les révélations. C'est une citation de Paul Nizan. J'obtiens 14 à la dissertation de philo, les félicitations de l'enseignant qui me dit, vous devrez continuer en philo, c'est bien, on voit que ça vous intéresse. Malheureusement, mai 68 est passé par là. Alors, j'ai largement participé à Montpellier. Je me souviens des courses derrière les CRS, ou devant d'ailleurs. Mais ça a beaucoup effrayé mes parents, hein, c'était mai 68, et qui m'ont dit, c'est pas possible, à la fac, c'est trop incertain, il faut absolument que tu fasses quelque chose de solide. Donc, je présente le concours d'entrée à l'IBOP, je le réussis. Euh, Nous étions une promotion de 12 à l'époque. Donc, ils avaient fait une sélection drastique pour éviter d'avoir trop de contestataires. Et je pense qu'on a été une des promotions les plus contestataires, d'ailleurs, dans cet institut qui était très traditionnel. Bon, l'IBOP, Institut de biométrie humaine et d'orientation professionnelle, ça voulait dire que, bon, voilà, on était vraiment dans la mesure très, très scientifique de l'intelligence, des compétences, etc., etc. Donc, j'ai tout de même tenté ce concours. Et les 2 années que j'ai passées à Marseille sont des années très, très, très chargées humainement parlant, en tout cas, qui m'ont beaucoup marqué, que j'ai beaucoup aimé. J'ai gardé peu de souvenirs vraiment des cours que j'ai eus à l'IBOP à l'époque. Ce qui m'ont le plus marqué, c'était tout ce qui touchait à la dimension statistique, hein, au domaine de la statistique, que j'ai ensuite beaucoup utilisé dans ma pratique pour faire des comparaisons, des suivis de cohortes ou des comparaisons entre des groupes d'élèves, groupes témoins, groupes expérimental. Enfin, j'ai beaucoup utilisé les statistiques. Et puis, j'ai pas mal utilisé aussi le D10 de Jean-Marie Le Maine. On y reviendra peut-être un peu plus loin. Et j'ai aussi évidemment bien apprécié tout ce qui touchait à la, à la psychologie selon Piaget, au sein du développement de Piaget. Mais c'est vraiment les trois domaines qui m'ont le plus marqué, en tout cas que j'ai le plus utilisé. Euh, donc, je fais ces 2 années-là et puis j'obtiens le CAFCO, hein, et puis l'équivalence de la licence de psycho. Euh, Moi, un certificat de psychophysio, donc l'examen s'est tenu juste dans la période de la naissance de mon premier fils. Donc, voilà, j'ai sacrifié la psychophysio sur l'autel de la naissance de mon fils. Donc, en septembre 70, j'entame ma première année de conseiller stagiaire au Centre d'orientation scolaire et professionnelle de Poitiers. Je suis très bien accueilli par la directrice, Madame Imbert, je me souviens, et puis son mari qui était inspecteur d'orientation aussi. Ça s'est bien passé à Poitiers. Mais j'ai 23 ans, hein, je ne connais pas grand-chose de la vie et encore moins du monde du travail, en tout cas du monde du travail réel. Si on fait référence à travail réel, travail prescrit, livre au chèque, que j'ai beaucoup apprécié ensuite dans ma pratique, à l'époque, je considère que ma légitimité pour évaluer les compétences pour tel ou tel métier et pour donner un avis ou un conseil me paraît très contestable. C'est par la relation et l'écoute des jeunes que je suis interpellé et que je me sens convoqué et concerné finalement. Donc, j'ai le souvenir quand même de premières réunions de centre et de discussions tendues
entre conseillers pour décider si, oui ou non, on continuait à intervenir en CM2 ou si on commençait à intervenir en collège. Je me souviens avoir naïvement posé la question de ces interventions au CM2, à quoi elles servaient si nous n'assurions pas un suivi ensuite en collège. Alors, je me souviens des réponses de la majorité des conseillers qui disaient, mais ça marque notre identité, les interventions au CM2, il n'est pas question d'y renoncer. De toute façon, on ne peut pas être partout. Je me souviens enfin d'un clivage déjà assez net qui se continuera pendant de longues années entre celles et ceux qui pensent que nous sommes des psychologues et celles et ceux qui se revendiquent simples conseillers. Des discussions, voire des disputes pour savoir si nous devions participer aux décisions d'orientation, si nous devions même les prendre ou simplement donner un avis. Hein. Je crois qu'à l'époque, il y a eu l'inspecteur Bécara qui nous a mis le marché en main à un moment donné. Durant mes 5 années à Poitiers, mon activité se résumera à délivrer des avis d'orientation pour l'entrée en apprentissage. J'utilise alors toute la gamme des tests que j'ai appris en formation, les cubes de Cosse, le Weekly Block, le passe à longue, les rondelles de Pirkowski, enfin j'en passe et des meilleurs. Euh, Par la suite, au CIO de Carcassonne, antenne de Castelnaudary, pendant 5 ans, mon activité se poursuit par trajet entre les tests collectifs au CM2, qu'on abandonnera assez rapidement, les examens individuels pour les avis d'apprentissage, toujours, et pour les orientations en enseignement spécialisé, ce qu'ils disent alors le WISC, l'échelle de développement de Binet-Simon. Je participe à des premières interventions en sixième de collège. Euh, on utilise une série de tests collectifs censés apporter une connaissance objective des aptitudes de chaque élève. Alors le D48, le V3, le S4, le G1, enfin toute une série hein, de tests censés, je vous dis, apporter des connaissances objectives sur les capacités et les compétences des élèves. Alors, je demeure complètement insatisfait par cette approche, notamment par le fait que l'on ne retravaille jamais les résultats avec l'élève. Donc voilà, il est objet hein, et finalement de nos examens et pas sujet, et que lorsque nous le communiquons aux enseignants, ils sont rarement pris en compte, ces résultats, pour changer une décision d'orientation. Je me souviens des nombreux conseils de classe. Mais c'est bien gentil ce que vous nous racontez, Monsieur Keren, mais bon, oui, oui, il est très bon, il est très bon, mais bon, nous, il nous montre rien du tout. Donc, vos résultats, ben, écoutez, on ne peut pas en tenir compte. De toute façon, il ne passera pas en seconde, malgré les résultats qu'il obtient remarquables dans les épreuves de raisonnement. Donc, voilà, il continue à avoir 4 en mathématiques, donc qu'est-ce que vous voulez, on peut pas l'admettre. Alors, sur ces faits, alors, dans cette période-là, j'ai pu observer que jusqu'au milieu des années 80, la majorité des conseillers que j'ai connus n'avaient pas de formation initiale en psychologie. Ils avaient des formations en histoire, en philosophie, en lettres modernes, en sociologie. Bref, les réunions de centre créaient une vraie diversité d'origine et c'était très, très intéressant finalement. Moi, je garde de très bons souvenirs de ces réunions-là, notamment au silo de Carcassonne, où il y avait une équipe de conseillers remarquables, on les appelait les 4 mousquetaires. Là, voilà, c'est des gens avec qui il était très agréable de discuter, d'échanger sur des pratiques, et c'était des moments qui, pour moi, ont été des moments fondateurs, bien plus que les 2 années que j'avais passées à l'IBOP, évidemment. Alors, dans cette période, les orientations autoritaires sont systématiques. Hein. On est en tout cas, jusqu'au milieu des années 70, les élèves étaient allègrement exclus, sans ménagement d'ailleurs, dans la mesure où le marché du travail absorbait tout de suite un élève sorti du collège, où dans les 3 semaines, il trouvait un boulot. Donc, ça posait
pas beaucoup de problèmes, mais ce qui posait problème, ce que je faisais remarquer quand même aux enseignants, c'était les remarques qui pouvaient être notées sur les bulletins scolaires du style élève nul, ne fera jamais rien de sa vie, etc., etc., n'a rien à faire au collège. Bon, voilà. Donc je leur disais, faites attention à ce que vous écrivez, ça va être mal vécu quand même par les parents et par l'élève. Si vous continuez sur ce rythme-là, je me souviens, c'était le début des années 80 quand je discutais et que je parlais aux enseignants à ce moment-là, je leur disais, vous verrez, dans 40 ans, on en paiera le prix. Collectivement, on en paiera le prix. On ne peut pas se permettre d'exclure comme ça aussi massivement les élèves et de manière aussi peu civilisée, j'allais dire, aussi peu humaine. Chose toujours qui m'intéresse, c'était pas vraiment leur problème, même si ils admettaient que quelquefois ils exagéraient peut-être un petit peu. Donc, par la suite, à Nîmes, pendant 18 ans, j'ai été directeur au CIO de Nîmes de 97 à 98, dans les 2 dernières années. Et enfin, à Arles, où j'ai été directeur de 99 à 2011, à Arles, c'était un CIO départemental. Et alors, les CIO départementaux, ils étaient beaucoup mieux traités que les CIO d'État. Hein. On était, nos collègues qui étaient des CIO d'État étaient jaloux parce qu'on avait vraiment tout ce qu'on désirait en termes matériels, en tout cas, dans ces CIO. C'est une caractéristique, mais bon, voilà, c'est la réalité. Alors pendant ces longues années, je n'ai eu de cesse de chercher à mettre en œuvre une pratique du conseil ancrée dans les connaissances des différents courants de la psycho, bien entendu, mais centrée sur l'élève, son rapport au savoir, aux apprentissages et son désir d'avenir. Je m'appuierai alors pour me soutenir un peu sur des formations continues un peu alternatives, hein. L'approche de Geneviève Latreille, la DVP de Robert Solazzi, le tenir conseil d'Alexandre Letellier, et surtout l'autosupervision en entretien de conseil du Québécois Conrad Lecomte, dont l'action se poursuit actuellement à travers l'action de l'association Traverse Formation, d'ailleurs, actuellement. Alors, j'assiste évidemment à l'échec de la mise en œuvre de l'EAO, l'éducation à l'orientation, dérivé de l'EDC canadien. Je souligne, comme d'autres, l'impasse des procédures d'orientation qui sont un obstacle à une véritable éducation à l'orientation. En mettant un interdit a priori sur la classe de seconde générale, par exemple, ben, bien entendu qu'on disqualifie l'ensemble de toutes les autres formations. Donc, les procédures d'orientation sont à l'origine de la mauvaise image des formations manuelles et professionnelles et constituent une des causes principales de la fracture sociale qui s'est progressivement installée. Moi, je me souviens de séances d'information avec des élèves à l'époque qui, de toute façon, me disaient, mais c'est gentil ce que vous nous racontez, mais de toute façon, pour nous, on sait que c'est mort, c'est râpé, on ne rentrera jamais en seconde, c'est pas possible. Donc, les jeux sont faits pour nous. Et bien entendu, toutes les informations qui, à ce moment-là, on peut essayer de dispenser ne sont pas écoutées ou elles sont écoutées d'une manière tellement défensive qu'elles n'imprègnent pas du tout. Et c'est un vrai problème, ça a été vraiment des- une vraie difficulté, je trouve. Alors, ensuite, évidemment, je m'interroge souvent à l'époque, sur les enjeux de ma fonction de conseiller. Quels enjeux? Et puis, une anecdote là, que je vais quand même vous raconter. En 1992, dans un conseil de classe de lycée de seconde au premier trimestre, je suis traité de collabo par un professeur de mathématiques agrégé. Lorsque je lui fais part de mon étonnement devant la faiblesse de la moyenne de la classe dans sa matière, 3,5 sur 20, 30 élèves, 3,5 sur 20. Alors, j'ai dit, écoutez, je suis désolé, mais moi j'ai les résultats des maths de tous ces élèves de l'an dernier. Bon, c'était pas des génies en mathématiques, mais enfin, ils se situaient tous entre 8 et 12. Donc voilà. Et donc, le proviseur qui était membre du GFN
interpelle aussi le professeur, lui demande des explications. Oui, monsieur le conseiller d'orientation est un collabo et vous êtes son complice. Les trois quarts des élèves de cette classe ne devraient pas être au lycée général. Sidération des parents d'élèves, livide. Bon, un certain nombre d'enseignants autour de la table désapprouvent les propos de l'enseignant, qui quittera la réunion d'ailleurs avant la fin du conseil, furieux. Donc, voilà. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails des effets dévastateurs de cet incident au niveau du collège d'origine, parce que bon, ça a été très mal vécu, notamment par les professeurs de mathématiques. Parce que je crois que ce qui a fait partir le, 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 le professeur est quitté. Je lui ai dit, mais vous me dites que je suis collabo, mais qu'est-ce que vous dites à vos collègues de mathématiques du collège, là, quand vous leur donnez des résultats comme ça? Ouais, donc ça, il a mal compris, il a mal vécu, et il est parti. Donc, mais bon, cet incident qui est quand même assez remarquable, bon, voilà. C'était vraiment une collaboration de classe, hein, qui était en question là. C'est-à-dire qu'on m'accusait de donner et de faciliter l'accès au lycée des enfants des milieux ouvriers, des milieux de travailleurs agricoles. C'était, pour pas nommer, c'était à Uzès que ça se passait, cette histoire-là. Donc, j'ai été très, très marqué par ça et je me suis dit, bon, là, notre dimension, c'est vraiment notre fonction, est vraiment politique quelque part, hein. Il y a une dimension politique. La neutralité bienveillante qui nous est demandée de respecter est une illusion qui nous rassure, mais c'est souvent démenti par les faits, par la réalité des pratiques dans les lycées et en matière d'orientation notamment. Alors, à la suite de cet incident, je mets au point une démarche de questionnement partenarial visant à déclencher une pensée réflexive vis-à-vis du questionnement et du rapport à l'éducation et à l'enseignement. C'est-à-dire que chaque acteur, parents, élèves et enseignants, dispose d'une grille de questions qui le prépare à des échanges non défensifs et constructifs lorsqu'il rencontre l'autre acteur. Alors, je n'ai pas pu utiliser assez largement et longuement cette approche pour en tirer des conclusions validées dans une démarche scientifique. Toutefois, dans les deux collèges où j'ai pu l'utiliser pendant 2 ans, les conséquences sur les relations entre les parents, les enseignants et les élèves ont été positives. En tout cas, bon, voilà, quand ils se rencontraient, ils avaient autre chose à se dire que, bon, votre enfant ne travaille pas, et s'il travaille plus, mais comment il faut faire pour le faire travailler plus? Bon, là, il n'y avait pas de réponse. Donc, ces questionnaires permettaient à chaque acteur de s'interroger sur son propre rapport aux apprentissages, sur ses difficultés, sur ses doutes, sur ses questions, et ça permettait ensuite des échanges un petit peu plus constructifs, en tout cas, et plus utiles que les rencontres entre deux portes dans un couloir, enfin, qui était monnaie courante à l'époque, hein. Je veux dire, dans beaucoup d'établissements, il n'y avait pas de lieu pour que les enseignants et les parents puissent discuter de manière sereine et tranquille. C'était assez scandaleux, d'ailleurs, je trouve. Alors, donc, à ce moment-là, j'utilise beaucoup aussi fréquemment le D10. Je vous en ai parlé un petit peu. Je veux rapidement y revenir parce que c'est un complément aux examens classiques avec le WISC, par exemple. Et donc, je trouvais qu'il c'était beaucoup plus riche à exploiter que les classiques tests de la famille ou tests du bonhomme. Alors moi, je l'utilisais d'une manière particulière, c'est-à-dire que je ne faisais pas d'interprétation à partir du D10, mais je travaillais beaucoup en faisant verbaliser l'élève sur sa production, c'est-à-dire en essayant de voir avec lui ce qu'il avait, en essayant de comprendre en tout cas ce qu'il avait voulu montrer à travers, euh, à travers ses peurs, à travers ses doutes, à travers tout ce qui pouvait l'occuper mentalement et qu'il projetait dans ce dessin. Remarquable épreuve, le D10, que j'ai utilisé jusqu'en 2011, systématiquement. Et il se trouve que dans les premières années de ma retraite, j'ai même commis
quelques cours à la fac à Aix avec des promotions de conseillers où on a bien voulu me confier une information, enfin une formation sur le déguise. J'en garde de bons souvenirs avec ces jeunes collègues. C'était des moments très, très intéressants et très forts. Alors, j'utilise aussi fréquemment en petit groupe plusieurs mises en situation inspirées de la DVP, l'activation du développement vocationnel et personnel, notamment le photolangage, mais le photolangage qui est en fait là la réalisation d'un poster personnel, hein. Vous savez, l'élève va découper toute une série de photos dans plusieurs revues diverses et variées et va se construire un poster qui représente ses motivations, ses centres d'intérêt, mais aussi ses doutes, ses peurs. C'est très intéressant aussi comme utilisation. Je me souviens de moments très forts où l'élève présente à ses pairs son poster, où il y a des questions qui lui sont posées, où ça le fait avancer dans sa réflexion. C'est ça que je commence enfin, que je revendique comme étant aussi du travail du conseil, du travail de conseil. Donc, il y avait la réalisation d'un poster, donc, qui était un photolangage. Et puis, j'utilisais pas mal aussi l'île déserte, qui est bien connue. Enfin, je veux dire, bon, un groupe d'élèves se retrouve suite à un naufrage perdu sur son île, une île déserte, et il doit se répartir entre eux les fonctions sociales, les fonctions, les tâches qu'ils vont devoir accomplir pour pouvoir exister tous en groupe dans cette île déserte. Donc là, c'est aussi très, très fort comme échange entre élèves à ce moment-là. Et c'est des moments très, très fondateurs, je trouve, et très, très utiles. Après, au CIO d'Arles, j'ai mis au point, avec un collègue, Jacques Terré, euh, les, euh, une situation, une mise en situation qu'on appelle les explorateurs. Alors, les explorateurs, ça consistait là aussi, je vous le résume rapidement quand même parce que c'est important. On proposait à un groupe d'élèves, c'était surtout en sixième qu'on utilisait cette mise en situation. Donc voilà, vous débarquez dans un pays que vous ne connaissez pas du tout, qui est habité avec des gens que vous ne connaissez pas non plus, et on vous demande de nous expliquer comment vous allez réagir en présence de ces gens que vous ne connaissez pas, comment vous allez faire, comment vous allez être avec eux. Alors, c'est très, très curieux parce que les types de réponses qu'il y a eu, il y a eu grandes catégories de réponses, en fait. Hein, il y a eu une première catégorie de réponses qui étaient des réponses agressives. C'est-à-dire, bah, on va être attaqué, il va falloir qu'on se défende, il faut qu'on s'arme, ça va être sanglant, c'était très violent, très agressif. Il y a eu une deuxième catégorie de réponses qui était, bon, écoutez, on va essayer de se planquer, de se faire tout petit, on va se faire oublier, surtout pas se faire revoir, et ça va bien se passer comme ça. Donc voilà, ça c'était la deuxième catégorie de réponses. Et puis une troisième catégorie qui était, oh, ben, on va communiquer avec les gens, hein, on va leur parler, on va se présenter, on va essayer de les découvrir, on va échanger avec eux, on va parler avec eux d'une manière normale, sans problème. Et comme par hasard, ces trois catégories de réponses recoupaient presque systématiquement la répartition des élèves en termes d'adaptation à la sixième. C'est-à-dire que euh, les élèves inadaptés à la sixième, en tout cas qui étaient en grande difficulté d'adaptation, étaient majoritairement ceux qui avaient donné des réponses agressives. Voilà. Ceux qui étaient dans central, hein, qui s'adaptait normalement, mais sans plus, qui avait tendance à se faire oublier, effectivement, bah, c'était les élèves qui étaient dans la moyenne au niveau, le deuxième tiers. Et puis le dernier tiers, c'était les élèves qui étaient parfaitement adaptés à la sixième et qui étaient ceux qui privilégient les comportements de communication avec les gens qu'ils rencontrent et qu'ils ne connaissent pas. Donc, bien entendu, si vous voulez, l'équivalent, c'est parce que beaucoup de ces élèves venaient des environs des collèges, dans des zones un peu rurales, un peu, ou dans des quartiers difficiles. Ils débarquent dans un collège qui est un lieu qu'ils ne connaissent pas, avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Donc, les enseignants ont été très sensibles, en tout cas,
ce qu'on a pu voir à ce moment-là se dessiner à travers ces épreuves. Euh, alors, j'ai aussi, donc je considère que ce qui se joue dans ces situations procède vraiment du travail de conseil, du travail qui se déroule pendant le temps du conseil, du travail psychique et mental qui se déroule pendant le temps du conseil. Tellement les entretiens qui s'en suivent, qui s'en sont suivis en tout cas, révélaient un début de réflexivité de la pensée et un questionnement plus lié au réel, à la réalité de ce que vivaient les élèves, paradoxalement après un passage par une mise en œuvre par l'imaginaire, c'est-à-dire à travers des mises en situation imaginaire, les élèves arrivaient par la suite, dans les relations qu'on avait, dans les entretiens, à faire preuve de plus de réalité, hein, plus de lien avec le réel de ce qu'ils vivaient. Alors, par ailleurs, j'ai aussi le souvenir dans les années 90, début des années 2000, de réunions syndicales SGEN avec des responsables du ministère, durant lesquelles nous devions justifier notre métier. Quelle est votre valeur ajoutée, finalement? Comment justifier l'existence des CIO? Votre métier est une oxymore, une obscure clarté. Euh, il faut savoir qu'à l'époque, ce qui circulait, c'est que la colère d'une épouse d'un membre du ministère, à la suite d'un entretien qu'elle a trouvé trop orienté psychologie clinique, aurait eu des conséquences non négligeables sur la profession et sur, en particulier, la qualification de psychologue, et puis ensuite peut-être même la régionalisation des services. Bon, alors, je n'ai pas de preuves absolues, mais en tout cas, c'est ce qui se racontait beaucoup à l'époque. C'était vraiment euh, quelque chose de très fort. Alors, on va passer maintenant à la hop, s'il te plaît, merci, à la conceptualisation du travail de conseil. Bon, vous aurez compris, le travail de conseil, c'est en fait le travail psychique qui s'opère pendant le temps du conseil. J'aurais pu appeler ça conception du travail du conseil. Mais bon, travail de conseil, c'est plus... Le travail du conseil, trois dimensions indissociables, euh, émotionnelle, mobilisation des ressentis et des émotions, rationnelle, réflexion et compréhension, et puis surtout mise en place d'un sentiment de liberté intérieure qui peut être, c'est un sentiment spirituel finalement, hein, qui peut être vécu par l'élève. Alors, finalement, ce qu'on peut dire, c'est que une finalité commune, c'est là que je vais peut-être amener un peu à lire, hein, une finalité commune à celles et ceux qui cherchent à s'orienter, à trouver leur place dans un monde incertain, c'est la recherche du pouvoir d'agir dans sa vie. Et évidente chez certains, plus dissimulée ou empêchée chez d'autres, cette quête était partagée par l'immense majorité de celles et ceux que j'ai rencontrés. La forme de leur recherche pouvait différer, expansivité, intériorité, violence, silence, mais le fond restait le même. Alors l'illusion de l'homme entretenue par certaines formes d'organisation économique et sociale est de croire qu'il peut y arriver tout seul. Tout l'intérêt du travail de conseil, à l'instar de toutes les formes de travail réflexif sur soi, est de lui faire éprouver, sentir et comprendre qu'il ne peut pas agir dans sa vie en ignorant les autres. C'est apprendre à passer de l'envie d'avoir un pouvoir sûr au désir d'acquérir le pouvoir d'agir, de faire, de créer, d'exister avec l'autre. C'est un axe essentiel. Sentir et comprendre sont les deux registres indissociables et indispensables du travail de conseil. L'échec ou l'inutilité de mes actions dans ce domaine, que j'ai pu analyser ensuite, spécialement dans le temps de l'entretien. Alors, l'entretien, j'en ai fait à la louche, j'en ai fait 15 000 à peu près entretiens, hein. En 40 ans, c'est à peu près ça. Ont toujours été la conséquence d'un excès d'intellectualisation ou de rationalisation coupé de mes émotions, ou bien d'un trop plein de sensations sans distance ni recul. C'est l'équilibre entre l'émotionnel, le ressenti et le rationnel, la réflexion, qui produit une pensée juste, mais j'ai observé que jamais un changement d'attitude
ou de comportement ne peut se produire chez un individu sans une mobilisation de ses émotions. J'ai en tête un bouquin qui s'appelle Brouillard de peine et de désir, Brouillard de peine et de désir, qui est de Georges Didi Huberman. C'est un bouquin pas très vieux, et dans lequel il affirme et il démontre comment les affects sont des faits, sont des réalités, sont des domaines qu'on doit prendre en compte au même titre que n'importe quel comportement. Les affects sont pas assez, selon lui, pris en compte et pas assez travaillés. Donc c'est un très bon bouquin. Euh, Ce que m'a appris finalement le travail de conseil quand il est abouti, c'est la dimension spirituelle de l'être humain qui surgit inéluctablement quand il a pu contacter au plus profond de lui une sensation, puis une certitude de liberté, qu'il affranchit des fausses contraintes, en fait. Pour qu'un tel processus soit possible, il est nécessaire que le conseiller atteigne une sorte de vacuité dans son mental. En effet, si son psychisme est encombré de références théoriques ou d'hypothèses interprétatives, celles-ci vont agir comme autant de freins à l'émergence et à l'épanouissement de son consultant dans son processus de construction de soi, finalement dans son émergence de sa dimension spirituelle. Si on a trop en tête des hypothèses interprétatives, on n'est plus dans l'écoute de l'autre, on n'est plus dans son accompagnement, et c'est à ce moment-là qu'on passe à côté, hein. Durant le travail du conseil, en particulier dans l'entretien, ce surgissement peut se mesurer à l'observation de plusieurs paramètres. Et là, voilà, c'est ce qu'on peut passer les marqueurs de travail qu'on peut observer en entretien de conseil. Là, on peut faire référence aux marqueurs somatiques d'Antonio Damasio, par exemple, hein. On peut observer des inflexions de vibration de la voix, euh, soudain plus affirmées, une brillance nouvelle du regard, un sourire imperceptible, une coloration particulière de la peau, du visage, un redressement de la posture devenue plus verticale, un relâchement des épaules, une respiration mieux investie, des bâillements de décontraction quelquefois, et une capacité à énoncer clairement, avec précision et fermeté, ce qui a été senti et compris durant le travail en interaction avec le conseiller. A contrario, l'échec du processus de conseil, c'est-à-dire l'absence du travail, peut se mesurer à l'observation de caractéristiques inverses pour l'ensemble de ces paramètres. Alors, je fais l'hypothèse que l'action du travail de conseil, en tant qu'expérience, procède de ce principe et qu'il peut laisser des traces dans le réseau neuronal au même titre que la psychanalyse, comme tendent à le montrer des études récentes. La plasticité du cerveau, je cite, la plasticité du cerveau démontre que que le réseau neuronal est en permanence ouvert au changement, à la contingence, modulable par ces événements, par les potentialités de l'expérience qui peuvent modifier ce qui était. Je sais pas C'est comment. une citation de François Ansermet, qui est un analyste, avec co-auteur avec Pierre Magistretti, qui est un biologiste, d'un bouquin qui s'appelle À chacun son cerveau, plasticité neuronale et inconscient. Concernant les modifications des marqueurs somatiques, physiques, soulignés plus haut, celles et ceux d'entre nous qui ont pratiqué le tenir conseil d'Alexandre Letellier ou l'approche d'autosupervision de Lecomte, ou encore l'entretien d'explication de Pierre Vermersch, l'auront certainement constaté tout autant que celles et ceux qui ont exploré le yoga, le tai chi ou les thérapies analytiques et corporelles que j'ai pratiquées pendant plus de 25 ans. Et je les ai pratiquées parce que j'en avais besoin. Alors, toutefois, je veux bien souligner que j'ai connu de très nombreux conseillers qui n'ont pas eu besoin de passer par les chemins qui, moi, m'ont été nécessaires et qui étaient de remarquables conseillers plébiscités par les usagers. Il faut souligner aussi l'importance des moments de questionnement et d'évocation où un travail essentiel s'opère, souvent dans un silence qu'il faut savoir respecter. En effet, ces moments sont probablement ceux où le sujet va pouvoir mobiliser l'ensemble
des énergies qui le constituent, émotions, sensations corporelles, réflexions, souvenirs, liens sociaux. En travaillant à partir de ces représentations, la capacité de mise en évocation du passé comme du présent permet l'anticipation et donc l'élaboration de projets par lesquels se caractérise l'être humain. Enfin, le travail de conseil est fortement dépendant des conditions institutionnelles où il est mis en œuvre, procédures d'orientation en particulier, mais aussi projets d'établissement et interaction de la formation et de l'organisation économique et sociale locale. On peut passer ensuite en dimension politique et éthique. Le conseil comme acte démocratique, une éthique du conseil ne peut exister que si le sujet peut exercer un pouvoir sur son avenir. Un renoncement de l'État en matière de pouvoir sur les décisions d'orientation pour traduire réellement une égalité des droits, pour une éducation au choix d'études émancipatrices et expérientielles. Alors la fonction de conseil n'est pas nouvelle hein, en dimension politique, si on peut le... ah non, excuse-moi, j'ai fait mon pouce trop... Tu peux revenir Non? à celle-là, hein. Merci. La fonction de conseil n'est pas nouvelle, même si elle est finalement récente dans le système éducatif, Conseil national de la résistance à la louche. Nous savons que les princes et les puissances en sont toujours entourés, souvent pour asservir des peuples et pour servir leurs seuls intérêts. Nous savons aussi comment certains régimes politiques ou certaines églises ont cru pouvoir réduire cette fonction à l'application d'une idéologie unique et finalement mortifère. La fonction de conseil et le travail qu'elle induit sont donc des conséquences démocratiques et progressistes seulement dans la mesure où ils sont mis au service de l'ensemble des citoyens. En ce sens, on peut dire qu'ils ont une dimension subversive, dérangeante dans les systèmes trop contraints et convenus, qui se caractérisent souvent par un déni des ressentis individuels ou par un interdit de leur expression. Le travail du conseil est un antidote puissant à la forclusion des émotions et des sentiments, et donc de la pensée, qui engendre la perte de sens et l'égarement mental et physique. Aujourd'hui, la démocratie représentative a atteint ses limites et doit s'enrichir d'une organisation sociale beaucoup plus aboutie en termes de participation citoyenne. Le travail du Conseil, à l'usage du plus grand nombre possible de citoyens, décliné au niveau local dans le cadre d'un service public, serait une réponse démocratique, émancipatrice et fédératrice. J'ai une conception, dont vous l'aurez compris, émancipatrice et expérientielle du travail de conseil en orientation dans un système économique libéral où, de fait, c'est la loi du plus fort qui s'impose. La liberté m'intéresse ici parce qu'elle me semble être la condition d'une acquisition optimale des connaissances. Par ailleurs, je considère que l'égalité des droits entre les élèves n'est pas respectée au prétexte de d'évaluation dont l'objectivité reste à démontrer. Je considère ainsi que l'interdiction a priori faite pendant 50 ans et encore aujourd'hui à des centaines de milliers d'élèves d'expérimenter la voie générale a eu des effets destructeurs. Des élèves des quartiers populaires en particulier, des secteurs ouvriers et immigrés. Euh, donc ça a eu des effets destructeurs sur le faire de société et que nous en sommes payons le prix aujourd'hui. Je crois que l'État aurait tout à gagner en formant des citoyens libres et responsables plutôt que révoltés et assistés. Si le droit à essayer et à se tromper est accordé et organisé systématiquement à tous les élèves sous pression des procédures d'orientation et que le système est organisé dans cette perspective, la conflictualité ne me paraît pas être une fatalité et le travail des familles est tout à fait envisageable dans un système où détiendraient le pouvoir de diriger leurs études et leur vie. Nos jeunes collègues psychologues de l'éducation nationale seraient alors plus utiles pour préparer psychologiquement les adolescents à une véritable éducation au choix de formation, incluant un apprentissage à orienter son existence et son être au monde. C'est ce que j'appelle le travail de conseil. En se concentrant sur l'aide psychologique des élèves en détresse, légitime et nécessaire au demeurant, les psychologues de l'éducation nationale ne sont-ils pas, malgré eux, les chiens de garde d'un système inique? La place ambiguë de médiateur est-elle plus enviable? Ne permet-elle pas seulement de maintenir l'idée de méritocratie républicaine en évitant sans doute à quelques élèves une orientation non désirée et une assignation à résidence?
Je trouve que c'est une ambition très limitée au regard de tous les potentiels de connaissances et de compétences de ces professionnels et la multitude des techniques émancipatrices dont ils peuvent disposer. Alors, quelques regrets maintenant, si on veut. Bon, quelques regrets, c'est ceux qu'on n'ayons pas su dans la profession construire une solide approche commune et spécifique du conseil en orientation, centrée sur le développement de la personne, car j'ai l'intime conviction que ça permet de fait une adéquation avec les besoins de l'économie. Je regrette que nous n'ayons pas su faire comprendre la nécessité du CIO en tant que lieu contenant des échanges, des paroles avec le public à propos de l'avenir des jeunes. Et puis, je m'étonne aussi, ce CIO qui aurait pu être aussi un contenant symbolique pour les analyses de pratique ou les supervisions entre conseillers, qui en tout cas l'ont été pendant de longs moments dans les CIO où j'étais directeur, et où on passait beaucoup de temps à analyser et à échanger sur nos pratiques. S'il te plaît, merci de passer Alors pour l'avenir, mais ça c'est plus tellement d'actualité, je l'ai écrit ça en 2013, c'était un service public renouvelé, la suppression des procédures d'orientation en fin de collège, la transformation des CIO en CICF, centre d'information et de conseil en formation, la création des maisons de l'expérience citoyenne, une véritable agora des métiers et des cultures, où le principe c'est que les citoyens puissent venir faire part de leur savoir-faire, de leur savoir-être dans différents domaines, de manière à déclencher un processus de reconnaissance et donc ensuite un sentiment d'appartenance vraiment à un collectif. Et un service public du conseil. Et en conclusion, donc je vais vous narrer quand même une controverse que j'ai appelée la controverse de Montpellier. En septembre 2013, au soir de la dernière journée du Congrès international de l'AIOSP, Association internationale de l'orientation scolaire professionnelle de Montpellier, je retrouve un ancien collègue et je lui fais part de mes observations sur le congrès. Alors je lui dis, j'ai observé que le congrès de Montpellier mettait en lumière une sorte de controverse, un peu à l'image de celle de Valladolid en 1550, qui s'est interrogé pour savoir si la manière dont devaient se faire les conquêtes dans le Nouveau Monde, pour qu'elles se fassent avec justice et en sécurité de conscience, ou de manière plus romanesque, si les Indiens avaient une âme, finalement. Tout de même, notre débat n'était pas à ce niveau. Alors, je lui répète, bien sûr que si, quand on s'interroge sur la question de savoir si notre fonction est d'aider les individus à s'orienter ou si elle est de les orienter et que l'on n'arrive pas à trancher, le débat est bien du même ordre. Et c'est bien un nouveau monde que nous abordons. C'est une vraie question très complexe. C'est surtout une question que certains s'est voulu à complexifier, à mon sens, pour ne pas concéder un pouce de leur pouvoir. C'est aussi une question qui met en évidence la nécessité pour la profession de se doter d'un codicile éthique spécifique à ajouter au code de déontologie des psychologues. Et puis avant de nous quitter, je voudrais simplement livrer à ton questionnement deux moments du congrès que j'ai trouvés emblématiques. À quelle source et à quel courant doivent finalement se nourrir les conseillers d'orientation psychologue? Celles qui se réfèrent aux certitudes rationnelles et aux exigences élitistes de ceux qui savent ce qui est bon pour les autres, symbolisées pendant le congrès par le discours d'un éminent juriste, au demeurant sympathique, doyen d'université, qui nommera les conseillers avec insistance orientateurs tout au long de son exposé. Ou alors celle transmise par la lumineuse démonstration des jeunes danseuses plus un danseur en lien avec des vidéos pleines de sens sur les métiers, démonstration chargée de toute l'énergie, la créativité, l'engagement d'une jeunesse qui attend qu'on lui fasse confiance et que des adultes guetteurs l'accompagnent avec bienveillance, vigilance et rigueur dans un monde liquide, selon Jean Guichard, et incertain. J'en suis désormais convaincu. L'organisation et le fonctionnement du monde ne sont pas des réalités immuables. Elles ne sont que le fruit de nos pensées.
je vous remercie pour votre écoute patiente et votre attention bienveillante. Merci. Un immense bravo à Jean-Marie, franchement. Et alors, je vais peut-être flatter ton ego, mais on n'a jamais eu autant de participants parce qu'on est à 35 participants. C'est plus qu'un séminaire à la fac. Ah bon, bah, Corinne, écoutez, tu me contrediras pas, hein. j'espère que ça a intéressé les Oui. collègues et que, bon, voilà, Extrêmement intéressant. euh, Même je- quand on je- n'est pas du métier, hein. Ouais, et ouais. puis finalement, vous voyez là, je veux juste conclure en disant que j'ai une pensée particulière et que je voudrais dédier ce moment à un collègue qui est décédé récemment, qui était un collègue que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Bernard Lacroix, que certains ont peut-être connu parmi les auditeurs, et qui est décédé il y a peu de temps et avec qui j'avais des liens d'amitié assez profonds, quoi. Voilà. Donc voilà, maintenant je suis ouvert au débat et aux questions et à ce que Je vais faire une mon petite pause peut-être intervention a pour pu avant les soulever. questions. J'espère Ouais. que c'était pas trop, j'espère que c'était Non, pas non, trop pénible quand j'étais 5 minutes, obligé de peut-être, lire, non? mais Oui, bon, voilà. peut-être Ouais, 2 minutes. ouais, ouais. Alors, j'adhère à la proposition de Marie-Lise. On se donne un temps de pause de 5 minutes Oui, avant d'accord, d'envisager. On peut prendre d'accord. 1 heure de débat, c'est possible ça? Ouais, ouais. Hein, 1 heure de débat en faisant Oui, oui, oui. circuler au maximum la,